Cède la parole à Xavier Battu, rapporteur pour la gendarmerie nationale. À vous plutôt, Xavier. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Alors, dans le contexte inédit de l'année 2020, marqué par une crise sanitaire mondiale ayant entraîné le confinement d'un tiers des habitants de la planète, la gendarmerie nationale aura su une fois de plus faire la preuve de sa résilience, de sa réactivité, de sa capacité d'adaptation, de sa polyvalence, de sa disponibilité en tout temps et en tout lieu. Bref, de sa pleine capacité à répondre présent, pour reprendre le mot d'ordre de son directeur général, le général d'armée Christian Rodriguez. L'année 2020 aura non seulement été marquée par la pandémie, mais aussi pour la gendarmerie par le maintien de l'intensité des activités de maintien de l'ordre. La gendarmerie aura également fortement mobilisé pour venir en aide aux populations sinistrées par la tempête Alex et bien sûr par la lutte contre la menace terroriste. Menace malheureusement toujours préoccupante. Ces interventions très médiatisées ne doivent pas faire oublier les actions de proximité menées au quotidien par les 130 000 gendarmes d'active et de réserve auprès de la population. Je voudrais donc une nouvelle fois leur rendre hommage devant vous. C'est dans ce contexte de crise que s'inscrit le projet de budget pour 2021, un texte indissociable des mesures adoptées en loi de finances rectificative le 30 juillet dernier, mais aussi des mesures annoncées dans le cadre du plan de relance et du plan poignée de porte. Le programme 152 est marqué par la prépondérance des crédits de personnel qui représentent 85% des crédits de paiement, à hauteur de 7,7 milliards d'euros. En 2021, le schéma d'emploi s'élèvera à 317 équivalents temps plein. Les crédits de fonctionnement s'élèveront à 1 milliard d'euros en crédits de paiement, dont 525 millions pour les seules dépenses de loyer. Je viendrai à présent plus en détail sur les dépenses d'investissement. S'agissant de l'immobilier, 95 millions d'euros sont prévus sur le programme 152. Ces crédits seront complétés par les crédits de la mission Plan de relance à hauteur de 47 millions d'euros pour la maintenance immobilière et de 440 millions d'euros en autorisation d'engagement et 137 millions d'euros en crédit de paiement pour la rénovation thermique des bâtiments par le biais d'appel à projet France Relance. Enfin, le plan poignée de porte, qui résulte du dégel de la réserve de précaution, permet le financement de 3 166 opérations immobilières à hauteur de 15 millions d'euros pour la gendarmerie nationale. S'agissant des véhicules, en loi de finances rectificative, le 30 juillet dernier, nous avons déjà voté la commande d'environ 1300 véhicules, dont 636 électriques et 750 vélos électriques pour un montant de 37 millions d'euros. Le programme 152 pour 2021 prévoit 107 millions d'euros pour financer l'acquisition de près de 4000 véhicules, dont 582 motos, 48 véhicules blindés, 243 véhicules de maintien de l'ordre et 40 véhicules de commandement et de transmission. Parallèlement, le plan de relance prévoit 23 millions d'euros en autorisation d'engagement et 18,9 millions d'euros en crédit de paiement pour l'acquisition d'environ 650 véhicules verts. S'agissant des moyens aériens, je me félicite de l'adoption du programme d'acquisition de 10 hélicoptères H160 en projet de loi de finances rectificative 3 en juillet dernier. Pour ce qui est de l'équipement, près de 11 millions d'euros sont prévus dans le plan de relance pour financer des caméras piétons, des tasers et des gilets tactiques. Enfin, en ce qui concerne le numérique, 21 millions d'euros sont prévus dans le plan de relance pour financer le programme Néogendre et la transformation numérique de la gendarmerie. À ces crédits s'ajoutent 11,6 millions d'euros au titre d'appel à projet dans le cadre du plan France Relance. Je salue l'ensemble de ces mesures qui amélioreront nettement les conditions de travail et de vie de nos gendarmes. J'appellerai maintenant vos attentions sur 3 points. Le premier est celui de la mise en réserve des crédits. Si la réserve de précaution permet de faire face aux imprévus, son imputation à l'ensemble des crédits pose un problème majeur sur le hors-titre 2. Le taux théorique applicable au hors-titre 2 est de 4%, mais en réalité, compte tenu de l'existence de 64% de dépenses non manœuvrables sur le hors-titre 2, les loyers notamment, le taux de mise en réserve appliqué aux dépenses manœuvrables équivaut en fait à 11%. Cela a un effet d'éviction mécanique sur l'entretien des véhicules et des casernes. C'est pourquoi j'estime qu'il conviendrait d'imputer le taux de réserve de précaution sur les seules dépenses non obligatoires et d'inscrire un tel principe dans une loi de programmation de la sécurité intérieure que j'appelle de mes vœux. Ma deuxième remarque concerne la rémunération des gendarmes. On ne peut
on ne peut bien évidemment que se féliciter des mesures prises et annoncées pour revaloriser la rémunération des policiers. Il conviendrait cependant de ne pas oublier nos gendarmes. Ce n'est pas aux membres de la commission de la Défense que j'apprendrai. Les gendarmes interviennent sur 96% du territoire, au profit de 52% de la population. La gendarmerie, on l'a dit, est une force résiliente et disponible en tout temps et en tout lieu. C'est aussi une force qui n'est pas syndiquée. Il nous revient donc à nous, représentants de la nation, d'insister encore et encore sur le fait que les gendarmes ne doivent pas être oubliés de la politique des ressources humaines et d'investissement du ministère de l'Intérieur. Je le rappelle, s'agissant des dépenses d'investissement, les locaux de la gendarmerie représentent 11 millions de mètres carrés et bénéficieront l'an prochain de 95 millions d'investissements sur le programme 152 et de 47 millions d'euros dans le cadre du plan de relance, hors appel à projet. Dans le même temps, les locaux de la police, qui représentent 2,4 millions de mètres carrés, bénéficieront, eux, de 59 millions d'euros sur le programme 176 et de 90 millions d'euros d'investissement au titre du plan de relance. Quant aux crédits de personnel, ils augmenteront de 38 millions hors pension pour la gendarmerie et de 125 millions hors pension pour la police nationale. Enfin, le plafond d'emploi est d'un peu plus de 100 000 ETP pour la gendarmerie et de près de 150 000 dans la police. Or, le schéma d'emploi sera de 317 l'an prochain dans la gendarmerie et de 1145 dans la police. Le coût des mesures catégorielles sera, lui, de 2,14 millions dans la gendarmerie et de 45 millions dans la police. J'en viens maintenant au volet thématique de mon rapport budgétaire. La subsidiarité et la proximité, on le sait, sont des gages d'efficacité et de réactivité. Ces valeurs qui me sont chères sont au cœur du processus de transformation de la gendarmerie nationale, enclenché dans le cadre du plan stratégie GEND 2024. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter cette année les actions menées par la gendarmerie pour se mobiliser en se rapprochant du citoyen, pour la population par le gendarme. Comme le dit le général Rodriguez, ces actions sont nombreuses, allant des brigades territoriales de contact aux dispositifs de gestion des événements, en passant par la police de sécurité du quotidien, les groupes de lutte contre les violences intrafamiliales, mais aussi l'ensemble des mesures de transformation numérique, avec les tablettes NeoGend, qui font évoluer le métier de gendarme. Demain, le gendarme passera du traitement de l'information au traitement des données. Comme l'a expliqué devant nous le général Rodriguez à plusieurs reprises, il s'agit avec cet ambitieux programme de transformation de proposer une offre de sécurité sur mesure, de protéger les plus vulnérables, d'assurer la sécurité des nouvelles frontières et, grâce à l'innovation technologique, de construire le futur dès à présent. Pour terminer, je présenterai brièvement les mesures que je préconise dans mon rapport pour renforcer la proximité entre le gendarme et la population. J'estime tout d'abord que le logement est une composante essentielle de l'attractivité du métier de gendarme et que cette attractivité contribue à la proximité avec la population. Pour mettre un terme à l'état de vétusté des casernes, il faut certes renflouer les crédits budgétaires, comme le prévoit le plan de relance, mais aussi que l'État, sans coût budgétaire supplémentaire, fasse pression sur les collectivités locales et sur les bailleurs qui ne remplissent pas, pour certains, leurs obligations en matière de gros entretiens et de travaux dans les casernes. Ces acteurs touchent des subventions et des loyers in fine. Parce qu'ils sont négligents, le contribuable paie 2 fois l'entretien de ces casernes locatives. Deuxième point, j'évoque dans mon rapport l'épineuse question des mutualisations opérées au ministère de l'Intérieur, au premier rang desquelles celle des SGAMI, situés loin des gendarmes, puisqu'ils sont positionnés au niveau des 7 zones de défense. Je préconise pour ma part, dans une logique de proximité, que ces SGAMI, s'il faut les conserver, soient positionnés, à tout le moins, au niveau régional. Je propose également que l'ensemble des mutualisations opérées au ministère de l'Intérieur donnent lieu à une évaluation tous les 5 ans. Enfin, il me semble également nécessaire de mettre un terme à certaines missions chronophages pour les gendarmes, de redonner des marges de manœuvre budgétaires aux commandants de compagnie et de sanctuariser les crédits de la réserve opérationnelle dans le cadre de la future loi de programmation dont j'ai parlé tout à l'heure. Les missions chronophages éloignent le gendarme du terrain quand la réserve opérationnelle l'en rapproche. En conclusion, j'émets un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 152. Chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Je
Je vais donc vous céder la parole pour les questions sur cet excellent travail. Monsieur Yannick Favennec-Becco, vous avez demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Merci également à notre rapporteur. Il y a quelques jours, effectivement, le 7 octobre dernier, nous recevions le directeur général de la gendarmerie et je l'interrogeais sur le parc des véhicules de la gendarmerie et en particulier sur les véhicules de la brigade rapide d'intervention que l'on retrouve sur nos autoroutes. Et dans sa réponse, le général Rodriguez m'indiquait qu'au-delà des 17 véhicules déjà commandés, achetés, une seconde commande aurait lieu en 2021. Alors pouvez-vous nous confirmer les propos du général? Et si oui, le nombre de véhicules pour les brigades rapides d'intervention qui seront commandés en 2021, le montant global de cette commande, le type de véhicule retenu, parce que le directeur de la gendarmerie nous a parlé notamment de véhicules hybrides. Alors j'insiste sur ce sujet car nous le savons tous, les équipes rapides d'intervention sont une composante importante de la sécurité de nos grands axes de circulation. Je vous remercie. Merci. Monsieur Stéphane Trompille. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à notre collègue Xavier Battu pour son intervention. Ma question sera très simple. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était engagé à équiper les forces de gendarmerie de caméras piétons à partir du 1er juillet 2021. Est-ce que cet engagement est réalisable et avec quel type de matériel, quel type de caméra piéton va-t-il équiper les forces de gendarmerie? Je vous remercie. Merci. Monsieur Jean-Marie Fievé. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues pour votre rapport. Depuis maintenant un certain temps, de nombreux témoignages de proches de gendarmes voient le jour pour dénoncer des conditions de salubrité dans les logements qui leur sont mis à disposition par les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux. Entre les problèmes électriques, les infiltrations d'eau ou le manque de chauffage, la colère et le désespoir gagnent les familles de gendarmes. Il me semble donc essentiel d'agir pour permettre aux familles de gendarmes qui exercent des missions les plus essentielles de vivre décemment. Monsieur le député, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures budgétaires sont prises pour mettre fin aux conditions de logement insalubres de certaines familles? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président André Chassaigne. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, très rapidement, c'est une simple interrogation sur d'éventuels projets de réorganisation territoriale. Il y a eu des tentatives, il y a 2-3 ans, de suppression de compagnies de proximité par des fusions d'arrondissements avec des compagnies plus importantes. Il y a eu aussi des projets de suppression de brigades territoriales de proximité. Ça a été mis sous le boisseau sans pour autant être annoncé comme abandonné. Est-ce que vous avez eu des informations par rapport à d'éventuelles réorganisations territoriales? Merci, Monsieur le Président. Pas d'autres questions? Xavier, si vous voulez bien répondre? Merci. Alors, Monsieur Becco, au niveau des... j'ai énuméré un petit peu la liste des commandes qui vont avoir lieu dans le courant de l'année prochaine. Moi, j'ai pas le détail et je ne me suis pas penché pendant le rapport sur la question que vous avez posée sur les véhicules rapides, mais je vais reposer la question à la DGGN et je vais essayer de m'entretenir avec eux là-dessus. C'est un sujet que je connais bien parce que je viens de l'automobile et de chez PSA. Alors, est-ce qu'on a chez PSA ou chez les constructeurs français des véhicules qui peuvent répondre au cahier des charges de la gendarmerie, au cahier des charges? Je pense. Je pense qu'évidemment que des véhicules électriques, même voire des véhicules hybrides, ne sont pas en phase avec les besoins et puis les attentes de ces brigades rapides. Mais j'essaierai de revenir vers vous. En tout cas, il y a 4000 véhicules qui vont être commandés dans le courant de l'année prochaine. Et on avait le problème des motos, ça va être en partie résolu. On avait le problème des VBRG quand même qui dure depuis un certain temps. Ça va être résolu.
On a aussi les véhicules de maintien de l'ordre qui sont dans un état déplorable, en particulier les escadrons de maintien de l'ordre qui sont en province, et pas spécialement ceux qui sont à Paris, ce qui roule un petit peu moins. Donc il y a quand même un quart des véhicules de maintien de l'ordre qui vont être remplacés, qui vont être commandés l'année prochaine, et puis les véhicules de commandement et puis de transmission qui sont en bonne voie et qui vont arriver très rapidement. Je reviens vers vous par rapport à ces véhicules rapides. Je vais me pencher sur le problème dans les prochains mois. Après, on avait M. Trompy. Concernant les caméras piétons, donc oui, le ministre de l'Intérieur s'est engagé à équiper l'ensemble des forces de sécurité de caméras piétons à compter du 1er juillet 2021. Les caméras piétons, elles étaient assez présentes dans la police nationale, pas très présentes dans la gendarmerie. Je crois que d'un côté, il y en avait 5000 dans la police et une centaine dans la gendarmerie. C'est des caméras qui avaient, j'ai plus la marque en tête, mais qui avaient été achetées un petit peu à la va-vite avec un marché, un contrat qui était pas spécialement très bien cadré. Le risque aujourd'hui, ce contrat et ce marché courent toujours. C'est que notre administration ne cherche pas à améliorer les choses et reparte sur le même contrat. Donc on va être aussi attentif là-dessus pour que les caméras soient en phase avec les attentes des forces de sécurité, aussi bien de la police, de la gendarmerie, qu'elles soient évolutives aussi par rapport au projet de PPL qu'on peut avoir dans les prochains mois, en particulier la PPL Fauvert, qui pourrait aussi avancer sur certains sujets réglementaires et législatifs pour pouvoir permettre une autre utilisation de ces caméras piétons. Donc je suis en contact avec les services du ministère de l'Intérieur sur ce sujet-là, et on reste très attentif à ce qu'il n'y ait pas une commande uniquement politique pour une commande qui réponde uniquement à un engagement politique, mais que ce soit vraiment d'un outil qui puisse être en interaction avec d'autres matériels et qui puisse surtout être évolutif dans le temps, évolutif par rapport aux modifications de réglementation qui peuvent intervenir dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Monsieur Fievé, effectivement, comme on le dit, on l'entend partout, on le dit tous, l'immobilier, le logement et la qualité du logement pour le gendarme, mais surtout et aussi pour sa famille, contribue à la proximité de la gendarmerie sur les territoires et à l'attractivité de la gendarmerie sur les territoires, la proximité avec les citoyens et à son attractivité. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet domanial qu'avait traité Aude Bonneau-Vendôme l'année dernière, spécifiquement dans son rapport. Et je pense que là, avec le plan de relance, avec tous les moyens qui ont été mis dans France Relance, ou tous les moyens qui ont été mis, on va avancer sur toute la partie immobilier qui appartient à l'État, l'immobilier, domanial. Après, il y a l'autre sujet qu'on a identifié, sur lequel on a échangé beaucoup avec la direction générale de la gendarmerie, c'est l'immobilier qui appartient à des bailleurs sociaux, à des bailleurs sociaux ou à des collectivités, que ce soit des communes, des EPCI ou des départements. Il faut savoir que ces communes, ces collectivités investissent pour la gendarmerie sous un modèle qui est neutre pour eux. Ça veut dire que ça leur coûte, au bout du compte, ça leur coûte rien, et au bout de 20 ou 25 ans, 25-30 ans, une fois que les locaux sont amortis, ces loyers qui sont versés par la gendarmerie rentrent dans les comptes de fonctionnement des collectivités et ne sont pas utilisés pour l'entretien ou pour la réhabilitation de ces logements. Donc il faut vraiment qu'on réussisse à mettre une pression, et c'est peut-être aussi notre rôle à tous au niveau des collectivités territoriales, pour qu'elles continuent à entretenir et à réhabiliter leur logement. Alors c'est pas général, mais pour rebondir aussi sur la question du président Chassaigne, on a des brigades de gendarmerie aujourd'hui, des brigades de gendarmerie, des COP, qui ferment sur nos territoires dû à l'insalubrité. Et l'insalubrité, c'est les 3/4 du temps des brigades qui appartiennent à des bailleurs ou à des collectivités qui n'ont pas été entretenues. Je sais qu'on a évoqué le sujet dans les Hauts-de-France où entre le mois de mai et puis le mois d'octobre, il y a 3 brigades de gendarmerie qui ont fermé dans le Pas-de-Calais pour insalubrité, parce qu'on ne peut pas continuer à loger des gendarmes et leurs familles là où on logerait personne d'autre, quoi. Donc le sujet sur les territoires, il est là. À ma connaissance, et dans les échanges que j'ai pu avoir avec la DGGN et avec l'ensemble des généraux que j'ai rencontrés ou sur le terrain, il n'y a pas l'objectif aujourd'hui de la gendarmerie, comme l'a dit le général Rodriguez, c'est de rapprocher la gendarmerie du citoyen. Donc ils ne sont pas là pour fermer des brigades. Après, il y a automatiquement sur certains territoires, en fonction de certaines
certaines organisations des modifications qui sont en cours, mais avec l'accord en général des élus locaux. Après, le principal sujet, c'est l'insalubrité. Et rapprocher le gendarme dans le plan Jean 2024, si on rapproche le gendarme du citoyen, on a même entendu parler de camping-car demain dans la gendarmerie pour pouvoir aller au plus près du citoyen. Donc l'objectif, c'est pas de fermer des brigades territoriales, en particulier sur notre territoire héros. Et je serai très attentif à ce sujet-là. Et je pense que j'ai répondu à tout le monde, il me semble. Monsieur le rapporteur, une dernière intervention. Madame Solène Mauborgne. Présidente, lundi, j'ai fait une visite de terrain avec les gendarmes sur le plan 1000 portes. Et je tenais à saluer l'engagement très fort du ministre de l'Intérieur sur les gendarmeries, puisque pour le groupement du Var, à l'instar des 20 000 euros habituels dévolus à l'entretien des casernes, ce sont 99 000 euros qui ont été mis en un seul mois sur les travaux courants qui améliorent grandement les conditions de travail de nos gendarmes, avec le même constat que monsieur le rapporteur sur l'état parfois catastrophique des logements, y compris sur des travaux très structurants, et où l'État n'étant pas assuré, ou en tout cas étant son propre assureur, il peut y avoir parfois des conflits entre le bailleur et le locataire sur évidemment des dégâts des eaux, par exemple, qui ne sont pas sans conséquence sur la vie de nos gendarmes et de leurs familles, et donc sur la fidélisation. Monsieur le rapporteur, si vous voulez bien répondre. Effectivement, dans le plan de poignée de porte, il y a sur les 29 millions d'euros pour les forces de sécurité, je crois qu'il y a 15 millions d'euros pour la gendarmerie. On l'a vu aujourd'hui dans tous les départements, dans toutes les régions de France. Ça a permis de faire avancer des travaux et des choses qui n'étaient pas faites au quotidien et qui permettent derrière de redonner une meilleure qualité de vie et de logement à nos gendarmes. D'autres interventions? Nous allons, monsieur le rapporteur, merci beaucoup pour le travail et pour, je crois, au profit de l'ensemble de nos gendarmes que nous devons au quotidien soutenir et auprès desquels il faut être en permanence extrêmement attentif parce que je crois qu'ils font un travail absolument remarquable. Comme annoncé, pour permettre monsieur le rapporteur de porter notre vote à la commission des finances, nous allons procéder à l'examen des crédits de la mission sécurité gendarmerie nationale. Donc, il n'y avait pas d'amendement de notre part, de l'ensemble de la commission. Nous allons donc procéder directement au vote sur les crédits de la mission sécurité gendarmerie nationale. Donc, l'avis du rapporteur. Avis favorable du rapporteur. Donc, qui est pour? Qui est contre? Donc, pas d'abstention. Ah, pardon, je n'avais pas fait attention. Très bien. Merci. Donc, je vous rappelle que les crédits de la mission sécurité seront examinés en séance publique le mardi 27 octobre après-midi et soir. Donc, je vous remercie, monsieur le rapporteur. Vous pouvez aller nous représenter en commission des finances. Et nous allons donc dire